Angel's Landing, le monolithe de grès, emblématique du parc national de Zion, est connu pour ses vues à couper le souffle et son ascension difficile. Mais derrière sa beauté se cache un sentier marqué par la tragédie. En 2024, plus de 16 randonneurs sont morts sur ce sentier tristement célèbre, étroit et taillé dans des falaises abruptes, équipé seulement de chaînes. Par exemple, le parc national de Zion reçoit environ 4 millions de visiteurs par an, dont près de 1200 tentent chaque jour le sentier Angel's Landing. Cela concerne 438 000 personnes par an. Mais les vrais problèmes commencent lorsque tant de ces personnes s'avèrent être de parfaits débutants, avec peu d'expérience, ou pire encore, des grimpeurs pour la première fois sans aucune expérience. Mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup de supervision pour gérer cet afflux massif de randonneurs. Des cascades risquées, à la surpopulation mortelle, en passant par le rôle controversé des autorités du parc national de Zion, les dangers sont bien réels et impitoyables. Aujourd'hui, nous revenons sur les morts tragiques, sur le tristement célèbre sentier Angel's Landing en Amérique. La discrétion des spectateurs est recommandée. Pour admirer les plus belles vues du parc national de Zion, allez où vont les anges. Ainsi, des milliers de randonneurs décrivent le célèbre sentier Angel's Landing du parc national de Zion, connu pour sa réputation redoutée, et profiter des vues époustouflantes du sommet. Le parc national de Zion compte 113 sentiers de randonnée sur plus de 90 miles et 54 personnes y sont mortes depuis son ouverture. Parmi elles, 27 décès étaient liés à la randonnée, ce qui devient vraiment troublant. 18 décès ont eu lieu sur un même sentier. Bien joué, Angel's Landing. Quel est le problème avec cette partie du sentier? Pourquoi est-ce si dangereux? Et plus important encore, est-ce vraiment aussi intense qu'on le dit? La réponse est sur le tronçon d'un demi-mile entre Scouts Lookout et le sommet d'Angel's Landing, puis retour. Cette ascension difficile suit une crête étroite avec rochers instables et chute de plus de 430 mètres de chaque côté. Un faux pas, et c'est une chute de plus de 300 mètres jusqu'au fond du canyon, une chute dont personne ne se relève. La dernière section, en particulier, est une paroi rocheuse abruptement raide où une série de rampes reliées par des chaînes sont fixées dans la roche pour aider les grimpeurs à se hisser. Mais même avec ça, ça ne fait pas vraiment de différence. Surtout pendant l'hiver, lorsque le parc est frappé par des alertes de crues soudaines ou que de forts vents et des pluies viennent de passer, les parois de grès deviennent extrêmement glissantes et dangereuses. Le mercredi 20 novembre 2019, Savannah McTagg, 19 ans, est partie sur le sentier Angel's Landing avec 2 amis. Une alerte météo avait été émise pour les sentiers du parc en raison des fortes pluies récentes. Savannah travaillait chez Anterra et avait été affectée au Zion Lodge comme employée de la concession. Le Zion Lodge, une base sereine pour la détente et la préparation, offre aux employés un accès gratuit au parc et des permis prioritaires pour les sentiers, ce qui en fait le point de départ idéal pour la randonnée d'Angel's Landing, à seulement un court trajet en navette ou une promenade du départ du sentier Grotto. Ce jour-là, le groupe de Savannah a décidé de s'attaquer à Angel's Landing, qui venait tout juste de rouvrir la veille après avoir été fermé pendant plusieurs jours à cause d'un éboulement. Dès leur arrivée sur le sentier, les responsables du parc avertissaient déjà les randonneurs de rester prudents. Une tempête hivernale approchait et de fortes pluies détrempaient les sentiers. Savannah et ses amis connaissaient-ils ces avertissements puisqu'elle était du personnel? Ou peut-être qu'ils l'étaient, mais pensaient probablement qu'ils avaient tout sous contrôle. Tragiquement, nous ne le saurons jamais. Ils ont entamé la randonnée ensemble, quittant la grotte pour monter progressivement sur le sentier West Rim, longeant un temps la rivière Virgin. Le terrain, d'abord rocheux et sablonneux, devient pavé à mesure que l'altitude augmente et que la rivière disparaît, annonçant une montée plus raide. Évidemment, c'est bien plus difficile quand il fait humide. C'est exactement ce à quoi Savannah a dû faire face. À un moment donné, Savannah marchait derrière le groupe. Au début, ses amis ne s'en sont pas trop souciés, pensant qu'elle les rattraperait. Si vous êtes randonneur, vous savez que cela arrive. Chacun marche à son rythme, mais quand elle n'avait toujours pas rejoint le groupe après un certain temps, il est devenu clair qu'il y avait un problème. Les 2 filles
ont vite fait demi-tour et alerté les gardes du parc, craignant que Savannah ait déglissé du sentier à cause des rochers mouillés. Les équipes de secours ont été dépêchées immédiatement, espérant la retrouver vivante, mais après avoir fouillé le sentier avec soin, les autorités ont malheureusement confirmé qu'elle était tombée. Le lendemain matin, des secouristes alpinistes ont retrouvé le corps d'une femme au pied du sentier Angel's Landing, et elle a ensuite été identifiée comme Savannah. Depuis que ses amis l'ont perdue de vue, nul ne sait ce qui s'est passé, mais il était probable qu'elle s'est glissée sur le sol mouillé et soit tombée mortellement du sentier. Les rochers de grès de Zion sont connus pour leur glissance et deviennent très dangereux sous la pluie. Les grains poreux de la roche absorbent rapidement l'eau, ce qui réduit considérablement la friction. Avec le temps, la mousse, les algues et d'autres matières organiques prolifèrent, rendant la surface plus glissante, même par temps sec. Le pire, c'est que certains, trop sûrs d'eux et voulant repousser les limites, ignorent les consignes de sécurité, ce qui finit souvent en catastrophe. Savannah et ses amis ont fait la même chose, mais ils n'étaient ni les premiers ni les derniers à commettre cette erreur fatale. George Sender, âgé de 63 ans, était en voyage au parc national de Zion en août 2000. Dans le cadre d'un grand groupe de touristes allemands venus découvrir les merveilles des paysages sauvages de l'Utah. Leur voyage avait été organisé par Rotel Tour, société allemande réputée pour ses circuits terrestres en bus aménagés. Ils servent aussi d'hôtel roulant, offrant aux clients la possibilité de dormir en voyage. C'était le plein été et Sion bourdonnait d'énergie. Les sentiers étaient fréquentés par des randonneurs et touristes venus du monde entier, tandis que la rivière Virgin traversait le canyon bordé d'une végétation luxuriante. Le parc, dans toute sa beauté naturelle, offrait un véritable spectacle. Pour George et son groupe, toute l'atmosphère semblait sortie d'un rêve. Chaque recoin du parc offrait un nouveau spectacle à admirer et il s'imprégnaient de toute cette magie. Dans son aventure, George choisit Angel's Landing pour ajouter du frisson à son voyage. Comme beaucoup de passionnés de randonnée, ce sentier figurait en tête de sa liste, et après son voyage d'Allemagne, il ne voulait surtout pas manquer l'occasion de le découvrir lui-même. Alors, après une planification minutieuse et beaucoup d'anticipation, George a chaussé ses bottes de randonnée tôt le matin du 2 août 2000, prêt à relever le défi et à profiter au maximum des heures les plus fraîches. George a franchi sans problème les premiers hauts tronçons et rejoint la chaussée solide, quittant les routes de terre sinueuses. À partir de là, le plus grand défi qui l'attend est de franchir une série impressionnante de 21 virages en épingles serrées et raides, appelés les zigzags de Walter. Une fois que vous aurez passé cela, vous arriverez à un lieu de repos populaire offrant une vue panoramique sur le canyon appelé le belvédère du scout. Cet endroit est idéal pour reprendre votre souffle, mais le sentier y devient très dangereux. Les panneaux d'avertissement sont difficiles à manquer et pour les personnes sujettes au vertige ou à des problèmes de santé, il est fortement conseillé de s'arrêter ici, même dans de bonnes conditions. Mais pour George, les choses étaient si différentes. Il n'avait rencontré aucun obstacle majeur jusqu'à présent, et lorsqu'il atteignit la portion juste en dessous du sommet, le sentier commençait à lui sembler presque trop prévisible. Suivre simplement le même chemin que tout le monde ne lui convenait pas. C'était peut-être la foule de randonneurs sur le sentier ou sa propre curiosité. Mais une part de lui en voulait plus. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer ces falaises sous un angle inédit, là où personne n'avait encore marché. Il y a réfléchi un moment, mais le désir de se libérer a finalement pris le dessus. En tant que randonneur, je comprends. Les montagnes exercent une attraction irrésistible. George a quitté le sentier et tracé sa route. C'était une violation claire des consignes du parc, mais George était trop excité pour s'en soucier. Pendant un moment, il a erré librement, trouvant de nouveaux angles pour admirer les falaises imposantes et les vues infinies. C'était grisant, même si c'était risqué. Au bout d'un moment, se sentant plutôt satisfait de cette aventure troublante, il s'est dit qu'il était temps de retourner sur le sentier principal et de terminer la randonnée en toute sécurité. Alors qu'il rebroussait chemin, il a atteint une petite falaise à descendre pour rejoindre le sentier principal. Mais alors qu'il était en train de descendre, il a perdu pied. Les rochers étaient glissants, il a glissé aussitôt. Si vous êtes déjà tombé, vous connaissez cette sensation instantanée et déchirante, où vous n'avez absolument aucun contrôle.
Ce n'était pas une grande chute, seulement environ 3 à 5 mètres, mais c'était suffisant. En touchant le sol, sa tête a violemment heurté les rochers. L'impact l'a tué sur le coup. Si fatal que des randonneurs proches ont entendu le bruit et ont vite appelé à l'aide. Les gardes du parc, les techniciens médicaux et un médecin local se sont précipités sur les lieux, mais ils n'ont rien pu faire. À leur arrivée, George était déjà décédé. Des heures après sa mort, le terrain difficile a empêché l'évacuation de George, nécessitant finalement un hélicoptère pour transporter son corps. Les règles de sécurité peuvent certainement sembler contraignantes pour un randonneur aventureux, mais souvent, elles sauvent des vies. Cependant, ce n'est pas toujours une imprudence non calculée qui peut se retourner contre soi. Parfois, même quand on pense avoir tout prévu, une petite erreur suffit pour que tout tourne mal. En 1997, John Christensen, un randonneur chevronné de 36 ans, s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleure façon d'accueillir la nouvelle année qu'en faisant ce qu'il aimait le plus. Dans la nuit du 31 décembre 1996, il a attaqué en solo le flanc droit d'Angels Landing, haut de 1200 pieds. Ce n'était pas sa première expérience. John, maître de l'escalade technique, avait sécurisé la veille 2 sections très difficiles de l'ascension. Même en escaladant la partie la plus dangereuse de la falaise, il n'avait aucun doute. Il avait les compétences, la confiance et tout l'équipement nécessaire. Prévu pour des conditions changeantes, il avait pris équipement, pluie, froid, corde de sécurité et lampe frontale. La montée s'est déroulée normalement et seulement quelques heures plus tard, il était au sommet de la falaise où il avait passé le passage à la nouvelle année. Après un moment là-haut, il a décidé de redescendre car le froid devenait plus intense. Mais c'est là que ça a commencé à devenir étrange, il a pris une décision étrange. Au lieu de simplement descendre la montagne à pied, il a décidé de descendre en rappel le long des cordes d'escalade. La raison de cette décision demeure mystérieuse, mais avec sa solide expérience en escalade technique, il ne semblait pas rechercher simplement une montée d'adrénaline. Peut-être a-t-il pensé que c'était plus sûr dans l'obscurité que de descendre la falaise à pied, ou peut-être que c'était plus rapide puisque le flanc de la falaise était presque vertical. La descente en rappel serait plus rapide. Quelle que soit la raison, John avait totalement confiance en lui. Il a utilisé 2 cordes de 60 mètres. L'une faisait plusieurs centimètres d'épaisseur, l'autre était un peu plus fine, et il les a attachées ensemble, passant les extrémités dans des ancrages solidement fixés à la roche. Une fois tout sécurisé, il a entamé sa descente avec le dispositif de rappel. Les premiers centaines de mètres se sont bien passés, mais soudain, il a perdu sa prise sans pouvoir la récupérer. John est tombé de 6 à 800 pieds jusqu'au fond du canyon. On ne peut qu'imaginer la violence de l'impact qu'il a subi, sûrement pire que quelques os cassés. Un autre grimpeur a vu John pour la dernière fois à 21h la veille. Après cela, personne ne l'a vu ni monter vers le sommet, ni redescendre. Ce qui est arrivé à sa corde d'escalade reste un mystère. Les experts pensent que cela serait lié à l'utilisation de 2 cordes de diamètre différents. Une corde épaisse crée plus de friction à l'ancrage qu'une fine, donc la fine aurait glissé plus vite dans le système d'assurage. Alors que cela aurait pu poser problème à un débutant, des grimpeurs expérimentés comme John savaient probablement comment gérer la situation sans trop de difficultés. Une autre théorie suggère que des pierres instables auraient pu lui tomber dessus, le faisant lâcher prise, ou qu'il a simplement perdu pied dans l'obscurité. Quand John n'est pas rentré le matin suivant, ses proches ont alerté les secours. Ils ont retrouvé son corps le lendemain, au pied d'Angels Landing, le 2 janvier. La mort de John a marqué le seul accident mortel d'escalade technique dans l'histoire du parc sur 30 ans, depuis que les grimpeurs ont été autorisés à escalader les falaises de grès, et il est difficile de ne pas se demander si les choses auraient pu se passer autrement s'il avait grimpé en plein jour. Mais sans aucun système en place pour surveiller les horaires des grimpeurs, de jour comme de nuit, rien ne pouvait l'arrêter. Le manque de surveillance a longtemps été l'un des sujets les plus débattus sur les décès à Angels Landing. L'absence prolongée de permis d'escalade était une grande partie du problème. Les sentiers accueillent des centaines de visiteurs chaque jour, mais ceux voulant éviter la foule partent tôt le matin ou tard le soir. Autrement dit, quand la faible luminosité et de mauvaises conditions rendent le chemin plus risqué. En plus, ils sont hors de vue, donc personne n'intervient si quelque chose tourne mal.
C'est ce qui est arrivé à John. Mais malheureusement, ce n'était pas la première fois. C'était le soir du 2 avril 1989, lorsqu'un groupe de randonneurs traversait la dernière portion de la section en chaîne menant au sommet d'Angel's Landing. Après une longue journée épuisante et 5 ou 6 heures de marche, ils allaient enfin profiter des vues panoramiques du parc national de Zion tant attendu. Portés par l'excitation, ils gravissaient le au lieu de paysages époustouflants ou de panoramas grandioses. Ils firent face à un événement qui les entrait toujours. À seulement quelques mètres du bord d'un précipice effrayant, un sac à dos abandonné couvert de sang gisait à côté d'une immense flaque rouge. Mais leur question était encore plus grave. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici? Que contenait ce sac à dos? Et surtout, à qui était ce sang? La panique s'est rapidement emparée d'eux alors qu'ils s'empressaient d'appeler les services d'urgence de Sion. Les équipes de secours ont reçu l'alerte, et alors qu'elles essayaient encore de comprendre les détails flous, un autre appel est arrivé concernant la même scène, et c'est là que la vérité troublante a commencé à émerger. À l'autre bout du fil se trouvait un pilote d'hélicoptère qui venait tout juste de survoler le sommet d'Angel's Landing. À environ 45 mètres du sommet, de l'autre côté du sentier, il a vu un corps tomber d'une corniche rocheuse. Le sac à dos et le sang paraissaient du même individu. Les équipes de recherche et de sauvetage sont arrivées aussi vite que possible, mais le terrain difficile et la chute dangereuse ont retardé la récupération du corps de 19 heures. Après cela, ils ont mené une recherche pour identifier la victime, découvrant qu'il s'agissait de Jeffrey Robert Dwyer, 28 ans de Sandpoint, Idaho. Jeffrey voyageait avec 2 personnes lors d'un périple de 7 semaines dans l'ouest des États-Unis et au Mexique. Au départ, sa mort paraissait n'être qu'un accident, une chute depuis Angel's Landing. Mais un détail étrange subsiste. Le corps de Jeffrey a été retrouvé 45 mètres plus bas dans une mare de sang, suggérant qu'il saignait abondamment avant la chute. Les enquêteurs ont également trouvé un sachet de substance dans sa poche, ce qui a rendu les choses encore plus suspectes. Était-ce un simple accident ou y avait-il autre chose? Le FBI s'est impliqué et il y a eu des spéculations selon lesquelles il aurait pu s'agir d'une chute auto-infligée ou même d'un meurtre. Les substances suggéraient que Jeffrey pouvait les utiliser pour gérer des difficultés émotionnelles ou mentales, pouvant mener à une mort auto-infligée. D'un autre côté, l'importante hémorragie avant la chute pourrait laisser penser que quelqu'un l'a peut-être attaqué ou drogué, voire même poussé dans le vide, ou simplement abandonné pour qu'il meure. Les résultats de l'autopsie n'ont identifié qu'un traumatisme crânien massif comme cause du décès. L'enquête a duré sans preuve concrète pour soutenir aucune théorie. Ils ont finalement conclu un accident. Il est probable que Jeffrey ait eu un accident inconnu avant d'atteindre le sommet, provoquant une forte hémorragie. En gérant cela, il a peut-être perdu connaissance ou simplement glissé et est tombé par-dessus le bord. La vérité demeure un mystère. Nul ne sait quand il a vraiment pris le sentier. La dernière fois qu'on l'a vu vivant était la veille de la découverte de son corps, donc il a peut-être commencé sa randonnée de nuit et rencontré des problèmes dus à la mauvaise visibilité, comme Jean Christensen. Ou peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose de bien plus inquiétant en jeu. La mort de Jeffrey reste l'un des décès les plus controversés du parc national de Zion. Les identités des 2 personnes restées secrètes ont valu de nombreuses critiques aux autorités du parc. Elles sont accusées depuis longtemps de minimiser les incidents et de cacher des informations importantes. Et encore une fois, sans permis ni supervision des grimpeurs, personne ne connaît la séquence exacte des événements. Le 1er avril 2022, le parc national de Zion a instauré un permis pour les randonneurs d'Angel's Landing afin de mieux gérer le sentier. Les nouvelles règles limitent les randonneurs à 800 par jour contre 1200 auparavant afin de réduire la circulation dangereuse sur ces sentiers étroits où ils se frôlaient près du bord, un faux pas pouvant être fatal. C'est ce qui s'est avéré être le destin d'un anesthésiste de 53 ans originaire de Saint-Louis le 8 juin 2007.
Le docteur Barry Goldstein avait toujours été une âme aventureuse, même dans sa jeunesse. Malgré les exigences éprouvantes de sa carrière, Barry trouvait toujours le temps de repousser ses limites. Lorsqu'il n'était pas au bloc opératoire, il transpirait à la salle de sport ou parcourait villes et États à la recherche de montagnes et de sentiers de randonnée. En juin 2007, Barry a fait ses valises pour l'Utah afin d'assister à un mariage familial, mais la veille des festivités, le groupe a eu une idée qui allait tout changer. Ils ont décidé de lancer le grand événement par une randonnée jusqu'à l'emblématique Angels Landing du parc national de Zion. Pour Barry, ce n'était pas seulement une invitation, c'était un défi auquel il ne pouvait pas résister. Il a accepté le plan immédiatement. Le vendredi 8 juin au matin, le groupe, souriant, attendait au début du sentier sous les premiers rayons du soleil sur les falaises. L'ascension a débuté comme un conte de fées. L'air était vif, l'énergie contagieuse. Barry et les autres riaient, plaisantaient et partageaient des histoires en grimpant, laissant le sentier derrière eux. Le temps s'est envolé dans leur bavardage, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se tenaient au sommet, perchés au bord d'un précipice terrifiant, entourés de vues à couper le souffle qui s'étendait sur des kilomètres. C'était parfait, trop parfait. Mais c'est ça la perfection, elle ne dure pas. Barry et l'équipe ont remarqué que le sentier était de plus en plus fréquenté. Le groupe, trop enthousiaste pour s'en soucier, est resté un moment au sommet avant de redescendre. Leur humeur et leur énergie sont restées les mêmes, et peu après, ils ont atteint les corniches rocheuses avec des descentes vertigineuses de chaque côté. Même si le sentier demandait de la prudence, Barry et son groupe, selon les témoins, étaient surtout occupés à s'amuser et doubler les autres visiteurs sans trop réfléchir. Bientôt, ils sont arrivés à un endroit où le sentier n'était fait que de pierres instables, et Barry, toujours prêt à tenter sa chance, continuait à marcher près du bord, les yeux rivés sur le paysage plutôt que sur ses appuis. Il ne s'est pas rendu compte à quel point il s'était approché du bord jusqu'à ce que les pierres, qui semblaient solides sous ses pieds, ne le soient plus. Le sol a bougé, un léger craquement a rompu le silence. Avant que quiconque puisse réagir, le trottoir sous lui s'est effondré, emportant Barry avec lui. Devant une foule de spectateurs, y compris ses amis et sa famille, Barry a disparu dans la faille, chutant de plusieurs centaines de mètres jusqu'au fond du canyon. Sa famille Rod ne pouvait qu'espérer qu'il avait perdu connaissance avant de toucher le sol pour qu'il n'ait pas à ressentir cet impact fatal et terrifiant. Après l'incident, les responsables ont fermé le sentier et retrouvé son corps plus tard dans la soirée. Mais à ce moment-là, Barry Goldstein, sa mésaventure fatidique et leur célébration prénuptiale avaient tous été engloutis par l'immense et brutale étendue du parc national de Zion. La chute de Barry m'a vraiment fait réfléchir. Jusqu'où les gens oseront-ils tenter leur chance sans penser aux conséquences ? Est-il si facile de se laisser emporter en croyant que l'excitation en vaut le risque ? Un adolescent californien de 14 ans, excité par un pari dangereux, a découvert à ses dépens que certains paris ne valent jamais la peine. Le 25 juin 2000, une troupe de plus de 40 scouts de Provo, Utah et leur chef ont visité le parc national de Zion, tous motivés pour affronter le sentier d'Angels Landing. L'excitation était palpable. On savait qu'on allait vivre un moment épique. Christopher Jones, 14 ans de Long Beach, Californie, faisait partie du groupe. Il avait été invité à participer au voyage avec la troupe de Provo, puisqu'il passait ses étés là-bas à rendre visite à sa famille. Christopher était prêt à plonger dans la nature et vivre une aventure inoubliable. Même s'il n'était pas un scout officiel, il s'est rapidement fondu dans le groupe, étant le genre de garçon capable de se faire des amis avec n'importe qui en un rien de temps. Son attitude extravertie a tout de suite accroché avec les autres, et très vite, il riait et discutait avec les garçons comme s'ils avaient toujours été potes. En arrivant au point de départ, les scouts ont suivi le traditionnel briefing rapide et les consignes, puis ils se sont divisés en petits groupes, chacun partant sur le sentier à son propre rythme, avec des chefs qui les accompagnaient pour veiller au bon déroulement. Au début, la randonnée s'est bien passée, tout le monde avançait ensemble, mais quand le sentier est devenu plus raide, les adolescents plus jeunes et énergiques ont accéléré. Les chefs adultes ont essayé de suivre, mais l'écart entre eux et les garçons ne cessait de s'agrandir. Une fois au sommet d'Angels Landing, le groupe a observé les environs sans voir âme qui vive.
Les adultes étaient introuvables et ils étaient complètement livrés à eux-mêmes. Pendant un moment, ils sont restés au sommet, profitant de la vue, plongés dans le silence de l'instant, puis ils ont décidé de redescendre. Juste sous le sommet, ils se sont arrêtés sur les corniches, constatant l'absence totale des chefs. Alors, ils ont commencé à attendre, et comme le font les adolescents quand on les laisse à eux-mêmes, ils ont commencé à s'amuser à sauter de rocher en rocher, à se vanter et à lancer des blagues sur qui était le plus courageux, le plus fort, ou simplement le meilleur pour ne pas se dégonfler. Leur amusement a grandi, puis quelqu'un a défié Christopher par un pari. 5 $ pour lui s'il arrivait à ramper sur une corniche étroite et raide et à graver ses initiales sur la paroi de la falaise. Cela peut vous sembler insensé, mais pour un adolescent de 14 ans comme Christopher, c'était sans doute juste un défi amusant. C'était un moment pour prouver sa valeur à son nouveau groupe. Il n'allait pas reculer, pas avec ses nouveaux amis qui le regardaient. Les scouts apprennent à éviter les comportements à risque, mais aucun enfant n'a empêché Christophe de relever le défi. La corniche, étroite et glissante, ne permettait à personne d'y rester. Alors qu'il rampait sur la corniche, un scout nearby haussa les épaules et dit « Ne meurs pas ». Quelques instants plus tard, le pied de Christophe a glissé dessus et il est tombé, dévalant une chute de 240 mètres. Les acclamations et les rires se sont transformés en cris d'horreur alors que ses amis regardaient, terrifiés, paralysés, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Les adultes étaient encore loin, la panique a gagné le groupe. 4 scouts, désespérés d'agir, ont pris une autre décision risquée. Bras dessus dessous, ils se sont penchés pour apercevoir Christophe en bas. Ils ne pouvaient pas le voir, mais s'ils avaient fait ne serait-ce qu'un pas de plus, cela aurait pu être une seconde tragédie. Heureusement, avant qu'ils n'agissent, les chefs scouts sont arrivés et ont vu la terreur des enfants. Une fois que les enfants leur ont raconté ce qui s'était passé, l'un d'eux a immédiatement contacté les gardes forestiers. L'équipe de secours a travaillé toute la nuit, descendant en rappel la paroi escarpée, mais ce n'est qu'au matin qu'ils ont retrouvé le corps de Christophe. En quelques secondes à peine, le sommet d'Angel avait fait une nouvelle victime, une vie de plus inutilement perdue à cause des dangers de la montagne. Perdre un enfant aussi jeune est un cauchemar qu'aucun parent ne devrait vivre. À ton avis, à qui la faute ? Les parents de Christophe répondaient simplement. Après la tragédie, ils ont poursuivi la troupe de scouts et ses responsables pour négligence de surveillance. Leur avocate a affirmé qu'en tant qu'ancienne cheftaine scout, elle n'aurait jamais emmené 40 enfants à Angel's Landing sans supervision adéquate. En fin de compte, les enfants restaient innocents dans cette affaire. Ce sont les chefs scouts qui n'ont pas su les protéger et cet échec a coûté la vie à Christophe. Les circonstances tragiques de la mort de Christophe mettent vraiment en lumière un autre facteur important de la randonnée à Angel's Landing. Même si ce n'est peut-être pas le point le plus élevé du parc national de Zion, il offre sans aucun doute certaines des vues les plus incroyables. Cela étant dit, de nombreux experts affirment que d'autres sentiers à Zion sont tout aussi magnifiques, mais aucun ne semble avoir le même attrait ou la même réputation. La raison pour laquelle Angel's Landing se retrouve sur la liste de souhaits de presque tous les randonneurs n'est pas seulement pour les vues. C'est tout le battage médiatique qui l'accompagne. Dans les clubs de randonnée et en ligne, dès que vous parlez de Zion, on vous demande « As-tu fait Angel's Landing ?» Comme le dit le proverbe, le plus grand danger sur un sentier n'est pas le terrain, mais la pression de l'escalader pour de mauvaises raisons. L'histoire de Christophe, comme celle que nous avons racontée, me fait réfléchir aux randonnées comme Angel's Landing. Est-ce le rôle de Zion d'enlever complètement les chaînes pour que les gens arrêtent de mourir? Devrait-il rendre cela plus sûr pour les randonneurs? Chacun doit-il connaître les risques individuellement? Donnez-moi votre avis. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.